18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Le Sahel au cœur de la politique étrangère du Maroc. L'initiative du Sahel Atlantique prônée par Sa Majesté le Roi suscite l'adhésion des États concernés. De grandes opportunités de transformation économique se dessinent pour l'ensemble de la région. Des perspectives de développement tout aussi ambitieuses se tracent pour la coopération Russie-Monde arabe. Les deux parties étaient en conclave cette semaine à Marrakech. Nous en ferons le décryptage avec notre consultant Moustapha Sahimi. Viré en montagne, Ouzoud et ses belles chutes d'eau sont l'Eldorado des touristes marocains et étrangers. Ce haut lieu de tourisme rural et écologique s'apprête à s'offrir un coup de jeune. Un projet de réaménagement est en gestation pour renforcer son attractivité. Puis immersion au cœur de la magie des fêtes de fin d'année et de Noël, une tradition qui se conserve précieusement. La communauté chrétienne installée au Maroc, avant-goût d'une soirée de Noël chaleureuse et familiale, à suivre dans ce journal. Bonsoir, le décryptage dominical de l'actualité de la semaine avec notre consultant, professeur de droit et politologue, Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, initiative royale sur le Sahel Atlantique, la réflexion autour de cet espace stratégique prend forme, initiative royale à laquelle adhèrent les pays concernés. Hier, les chefs de la diplomatie du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad ont exprimé l'adhésion de leur pays à cette initiative royale et exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi pour l'offre du Maroc à leur donner l'accès à l'Atlantique et le développement qu'il va générer pour ce pays. Ce sont autant de perspectives de développement prometteuses qui se dessinent pour le continent sur la base de cette initiative royale prospective. Bien sûr que ce sont des perspectives prometteuses, mais ça procède d'une vision royale. Vision royale qui est la valorisation de l'identité atlantique. Ça a été affirmé dans le discours du souverain du 6 novembre dernier à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. C'est important. Le souverain avait insisté sur le fait qu'il fallait favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Et il avait ajouté, nous proposons à ce sujet le lancement d'initiatives à l'échelle internationale. En complétant que le Maroc était disposé à apporter son concours, évidemment, et c'est à mettre à la disposition des pays sahéliens concernés ces infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et autres. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a le discours du 6 novembre, et un mois et demi après, voilà du concret. C'est ça une diplomatie opérationnelle en mouvement. Ça s'est traduit par quoi? Par cette réunion donc des pays sahéliens à Marrakech, on va y revenir pour ce qui est de Marrakech, et donc il s'agit de pays enclavés. Les pays enclavés, vous avez cité, c'est Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, et c'est un gros problème, et le souverain, dans le même discours du 6 novembre, avait insisté sur le fait que le développement et la paix dans les États sahéliens devaient se préoccuper non plus seulement d'une option et d'une politique sécuritaire et militaire, mais d'une option de développement. Pays enclavé, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Le Mali a une superficie d'1 200 000 km². C'est important. C'est un pays qui a 7 frontières avec les pays voisins. Et donc, il n'a aucun accès maritime. C'est le cas des autres pays aussi que j'ai évoqués. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une offre Maroc maintenant qui est sur la table, qui a été débattue, discutée avec les ministres, les responsables des 4 pays sahéliens. Et ça porte évidemment sur des projets de coopération sud-sud, un partenariat multisectoriel évidemment, et puis le fait qu'il faut que ça soit opérationnalisé. C'est ce qui a été décidé à l'issue de cette réunion de Marrakech, puisqu'ils ont décidé dans les prochains mois et dans les meilleurs délais en tout cas, de faire un certain nombre de propositions. Donc voilà quelque chose qui est fait, qui participe d'une vision
que ça se fait dans les délais de manière accélérée et mobilisatrice, et je crois que c'est un grand point pour notre diplomatie. Et la coopération multidimensionnelle entre la Russie et le monde arabe franchit à son tour un nouveau palier, une volonté affichée et réitérée par les deux parties à la faveur de la tenue cette semaine à Marrakech du 6e Forum Russie-Monde arabe. Les ministres des Affaires étrangères arabes et russes ont mis en avant dans une déclaration conjointe publiée à l'issue du forum la politique étrangère du royaume initiée sous le leadership du souverain. Professeur Sahimi, quels sont les enseignements et les répercussions de ce conclave au plan régional et international? D'abord, ce que j'ai avancé il y a quelques minutes, une diplomatie en marche. Vous avez relevé à juste titre que ça se tenait à Marrakech. Voilà ce que se tiennent à Marrakech deux grandes manifestations internationales pour ce qui est du Maroc et des 4 pays sahéliens, plus la 6e édition du Forum Russie-Monde arabe. La précédente édition s'était tenue, là c'était la 5e, à Moscou, et le Maroc avait été désigné donc pour être l'hôte de cette 6e session. 2020-2021 c'était le Covid, donc c'est 2021. Ah, ça se tient à Marrakech, c'est intéressant. D'abord il faut relever, il y a un absent. Qui? Le pays voisin. C'est quand même, il faut le relever. C'est d'autant plus significatif compte tenu des relations très étroites qu'il y a entre Alger et Moscou. Je ferme cette parenthèse. Ça a été une occasion donc de faire le point sur les perspectives de coopération. Vous savez, des rencontres comme ça, c'est d'abord un échange de vues. C'est d'abord arriver à une coordination des positions autant que faire se peut sur un certain nombre de questions régionales et internationales. Et puis, ça a été l'occasion de dialoguer avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, de questions qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui de manière pressante. C'est quoi? C'est la Palestine et c'est l'agression israélienne à Gaza. Sur ce plan-là, donc, les pays arabes ont formulé un certain nombre de propositions, de critiques, d'échanges de vues. Et la Russie, évidemment, c'est un pays important. Il est membre du Conseil de sécurité, vous le savez. C'est une puissance influente dans la région et ailleurs. Donc, c'était utile de se voir. La diplomatie, vous savez, c'est se voir et parler. Après, on essaie de trouver des motifs d'arrangement. Les positions communes qui sont dégagées entre la Russie et les pays du monde arabe présents, les 21. Donc, c'était quoi? C'était un cessez-le-feu, évidemment, ce que réclame le Maroc depuis des semaines, vous le savez, dans différentes prises de position et dans des déclarations, des messages de Sa Majesté le Roi. C'est aussi une aide alimentaire qui soit pas entravée, qui soit continue et pérenne et importante. Et puis aussi, c'est le Maroc qui tout le temps se tient à cet aspect-là, et c'est peut-être également un des points qui a été débattu et auxquels se sont ralliés les participants. Il faut une perspective politique. Il faudra bien, au-delà des combats, de ce qui se passe, de la situation de conflictualité, de guerre et d'agression, il faudra bien réfléchir à une solution politique. C'est laquelle? La formule, c'est celle des deux États avec le Quds Sharif Est comme capitale. Il faudra bien arriver à cela, parce que la guerre et l'agression, ce n'est qu'une modalité. Le problème, c'est d'inscrire dans une perspective politique, c'est-à-dire le jour suivant. Et puis, dernier point, ça a été une occasion pour le Maroc de dialoguer de nouveau avec le chef de la diplomatie russe. Et notre ministre des Affaires étrangères, lors de la conférence conjointe qu'il a tenue avec Sergueï Lavrov, a insisté sur le point, disant que c'était des relations marquées du sceau de la régularité et de la positivité. Donc c'est utile qu'il y ait cela. Enfin, dernier point, je l'ai gardé pour la fin évidemment, c'est le rappel de la position russe qui a été développée par Sergueï Lavrov, soutien au plan onusien, soutien à la mission de l'émissaire personnel Staffan de Mistura. C'est exactement la position marocaine. Et j'ajoute que la Russie s'est abstenue lors de du vote de la résolution 2703 du 30 octobre dernier, avec le Mozambique, mais je parle de la Russie. Et là, c'est un éclairage intéressant qui est donné par Sergueï Lavrov. C'est une abstention, mais à tonalité positive, et je crois qu'il faut en prendre acte.
Une diplomatie donc en marche. Ce qui a fait aussi l'actualité de la semaine, c'est le dialogue social sectoriel qui se poursuit après plusieurs semaines de grève et plusieurs rounds de négociations. Gouvernement et syndicats de l'éducation sont parvenus à un terrain d'entente. La dernière réunion ce vendredi entre la Fédération nationale de l'éducation et le gouvernement a été soldée par une proposition de reprise des cours. Va-t-on enfin vers une reprise des cours et une solution durable ? Autant il y a une diplomatie en marche, comme vous l'avez relevé, à l'international, autant pour ce qui est de la dynamique locale, il y a quelques ratés, quelques difficultés. J'en veux pour preuve la situation actuelle. Il y a plus de 2 mois et demi de grève des élèves. Et donc, c'est extrêmement préoccupant. Et pour les enseignants, et pour les parents, et pour les élèves, etc. Et le risque d'une année blanche qui est exclu. Parce qu'on ne peut pas pénaliser les élèves marocains du fait de cette situation-là. Et donc, il faut reprendre les choses en main. Le gouvernement a pris ce dossier. Il y a eu le 10 décembre, vous savez, le chef du gouvernement qui a annoncé le gel du statut unifié qui avait été signé le 14 janvier 2023 et adopté en conseil de gouvernement le 27 septembre, publié au bulletin officiel le 9 octobre. Maintenant, ce décret, pour ce qui est du statut unifié, est abrogé. C'est l'une des grandes revendications et tout revient sur la table. Donc il faut espérer que les choses évidemment avancent. Ils sont actuellement une commission interministérielle avec l'adjonction de la Fédération nationale de l'enseignement à côté des 4 syndicats dits représentatifs. Et ça aussi, c'est une avancée. Pourquoi? Parce que c'est une fédération nationale. Derrière elle, il y a 22 coordinations sectorielles. Donc, on ne peut pas se limiter à un dialogue avec des syndicats dits représentatifs, alors que le gros de la mobilisation est assuré au niveau régional et local par ces coordinations, la Fédération nationale de l'enseignement. Donc, il faut espérer que les choses s'améliorent, qu'on reprenne un peu le chemin des écoles. Avec cette dernière observation, ça prouve peut-être que les procédures de dialogue social mises en œuvre aujourd'hui sont à revoir, parce que si elles avaient été satisfaisantes, on n'aurait pas eu cette situation. Et donc, il faut espérer que le gouvernement s'inspire et tire les leçons appropriées de ce qui s'est passé pendant cette année de 2023 pour promouvoir un nouveau type de dialogue social. Je vous remercie, professeur Moustapha Shahimi, pour tous ces éclairages. À présent, ce communiqué du procureur général du roi après la cour d'appel de Casablanca, le juge d'instruction a décidé l'incarcération de 20 personnes après leur interrogatoire préliminaire et le placement d'une autre sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire de trafic international de drogue. Parmi les 20 personnes incarcérées, certaines sont des parlementaires, des responsables de collectivités territoriales ou chargés de l'application de la loi, en plus d'autres présumés impliqués avec l'un des détenus de nationalité étrangère ayant été poursuivis dans une affaire de trafic international de drogue et qui purge actuellement sa peine en prison. Les actes reprochés aux mises en cause concernent globalement plusieurs crimes. Il s'agit notamment de la participation à un accord pour la détention des drogues, leur commercialisation, leur transport, leur exportation et leur tentative d'exportation, la corruption et falsification d'un document officiel, ainsi que la facilitation de la sortie et de l'entrée de Marocains vers et depuis le territoire marocain de manière régulière dans le cadre d'une bande, ainsi que de l'accord et de la dissimulation d'objets obtenus suite à un délit. Prenons de l'altitude et direction les cascades d'Ozoud, situées à environ 150 km de Marrakech. Les cascades ne désemplissent pas en cette période de fin d'année. Des touristes d'ici et d'ailleurs s'y accordent des moments de détente et de ressourcement, mais pas découragés par les basses températures hivernales. Le lieu offre également aux amoureux de la nature l'occasion de faire de superbes promenades. Le site est au cœur d'un projet de réaménagement pour améliorer son attractivité. Ahmed El-Alaoui, Abdelali Ayad et Nisrina Ozdara. Bercé par le seul sang du ruissellement des eaux, le site s'apprête à accueillir les premiers visiteurs de la journée. Les cascades d'Ozoud culminent à près de 110 mètres de hauteur.
Oliviers, bougainvilliers et dépaysement sont au rendez-vous. Si le cadre est magnifique et vaut le détour, quelques contraintes empêchent les potentialités de ce site d'être complètement exploitées. Le site regorge d'atouts, mais il reste beaucoup à faire pour renforcer l'offre hôtelière et l'infrastructure. Pour y parvenir, d'importants travaux d'aménagement seront bientôt entrepris. Des conventions ont été signées pour le réaménagement de ce site touristique incontournable. Il est notamment question de miser sur le renforcement des infrastructures en reliant Zaouiet Tanrmalet aux cascades d'Ouzoud. Le lieu est propice aux randonnées pédestres. La beauté de la faune et de la flore n'a d'égal que sa diversité. De quoi booster l'écotourisme dans une région où l'offre est de plus en plus grandissante. Ouzoud, Imenifri et d'autres sites touristiques s'apprêtent à être redynamisés grâce à des projets d'investissement très ambitieux. Des projets de nature à attirer davantage de visiteurs et à atteindre les objectifs escomptés. Les cascades d'Ouzoud offrent un moment d'évasion pour les randonneurs professionnels ou alors les simples passionnés de la montagne. Le tourisme y bat son plein en cette période de fête de fin d'année. Chaque 24 décembre, la communauté chrétienne installée au Maroc à l'heure des festivités de fin d'année. La célébration de Noël, une fête traditionnellement familiale. Le fameux sapin richement décoré et le dîner spécial réveillon. Au Maroc, plusieurs membres de la communauté chrétienne s'apprêtent à honorer cette tradition. Notre caméra s'est invitée chez une famille en plein préparatif. Ambiance dans ce reportage d'Omaï Marmeli et Wassim Amsaoud. Le décor est planté, sapin orné de guirlandes de toutes les couleurs et bien d'autres ornements. Pour beaucoup de familles, Noël est le jour le plus réjouissant de l'année, l'apogée de plusieurs semaines de préparation. Alors cette année, j'ai décidé d'acheter un sapin, un vrai sapin naturel. Que j'ai décoré avec des décorations que j'avais déjà, mais j'ai complété un petit peu pour assortir les couleurs et tout. Et voilà, et puis bon, j'ai fait ma petite crèche là, en dessous du sapin, comme traditionnellement, comme tous les ans. Une période très spéciale. Autour de la table seront réunis tous les membres de sa famille. On est très nombreux parce qu'on est famille nombreuse. On fait des dindes ou des chapons, mais la dinde c'est la tradition. Est-ce que c'est une organisation facile ou est-ce que c'est difficile? Vous disiez que vous êtes une famille nombreuse. Comment est-ce que ça se passe? Ben justement, plus on est nombreux, plus c'est compliqué parce que bon, il faut s'organiser, mais il faut quand même s'y prendre une petite semaine à l'avance quand même pour prévoir tout ce qu'il faut, qu'il manque de rien. Perfectionniste, Frédéric ne laisse aucune place à l'improvisation. Noël, c'est le 25, c'est lundi. Des entrées de bonnes choses, de foie gras, de saumon, voilà. Noël au Maroc, comment est-ce que ça se passe? Moi, j'ai toujours passé mes Noëls au Maroc. Parce que je suis né au Maroc et j'ai passé toute ma vie au Maroc. J'ai 64 ans de Maroc. Noël veut dire aussi la paix. Et nous sommes un pays de paix. On accepte, c'est-à-dire qu'on est là dans la tolérance, et les Marocains en général, et voilà, l'amour, l'amitié, la gratitude. Le Maroc, ce modèle singulier de coexistence religieuse et culturelle. Terre de tolérance et de bon vivre ensemble. Je vous invite à une courte immersion dans l'ambiance colorée et festive de cette période de fin d'année. Quelques escales, je vous laisse apprécier. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.